En ce moment, de très nombreux investisseurs crypto réalisent beaucoup de profits en faisant du restaking d'Ether. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, pourquoi le restaking d'Ether existe finalement, à quel problème est-ce que ça essaye de répondre, pourquoi les gens qui le font prennent des risques supplémentaires, pourquoi c'est un risque également pour la blockchain d'Ether, mais pourquoi ça permet également de générer beaucoup de profits, d'augmenter les rendements que l'on a en immobilisant ces Ethers, mais aussi et surtout pourquoi c'est en ce moment, alors que c'est un concept tout nouveau, particulièrement complexe pour les débutants, que la plupart des gens se tournent vers cette solution et injectent massivement de la liquidité. Pour vous donner un ordre d'idée, Eigenlayer, la première entreprise à avoir introduit le concept de restaking, compte une TVL, c'est-à-dire la valeur totale des actifs numériques loqués sur son réseau, de plus de 12 milliards de dollars. Ça en fait la deuxième plus grosse application sur le réseau Ether, alors que c'est très récent. C'est d'ailleurs ce qui fait que de nombreux investisseurs considèrent que le restaking sera l'une des plus grosses narratives d'investissement des mois à venir. Et malgré que Vitalik Buterin, le créateur d'Ethereum, appelle à la raison et précise qu'il ne faut pas surcharger la blockchain Ethereum avec ce genre de solution, le marché et les investisseurs semblent visiblement se ranger du côté de ce genre de protocole. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Avant même de pouvoir parler de restaking, on doit très rapidement revenir sur le stacking et à quoi ça sert. La blockchain Ethereum, tout comme la blockchain Bitcoin, se veut décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une entreprise, un gouvernement ou une entité qui contrôle et qui sécurise le réseau. Ce sont toutes les parties prenantes et ses utilisateurs qui vont sécuriser le réseau. Pour ça, ces différentes blockchains ont besoin d'un consensus. À l'époque, la blockchain Ethereum utilisait le même consensus que Bitcoin, c'est-à-dire le proof of work. On va pas revenir dans les détails, mais pour faire très simple, c'était des ordinateurs qui fournissaient de la puissance informatique et consommer de l'énergie afin de garantir l'intégrité du réseau. Depuis la mise à jour The Merge, Ethereum a changé de direction. Son consensus n'est plus en Proof of Work, la preuve de travail, mais désormais en Proof of Stake, ce que l'on appelle la preuve d'enjeu. Pour faire très simple, ça consomme moins d'énergie, ça a certains avantages et désavantages, mais il suffit de bloquer une certaine partie de ces crypto-monnaies, de les immobiliser en quelque sorte, ce que l'on appelle du stacking, et en échange de cet enjeu, preuve d'enjeu, un serveur informatique va avoir le droit de participer à la sécurisation du réseau, à garantir son intégrité et également à recevoir une partie de commissions qui seront reversées à la personne qui a immobilisé ses Ethers. Pour vous donner un ordre d'idée aujourd'hui, ça représente à peu près 3 à 3,5% d'intérêt par an quand vous immobilisez des Ethers pour faire du staking. La petite particularité, c'est qu'il faut immobiliser 32 Ethers. Sachant que l'Ether est à plus de 3000 $ aujourd'hui, autant vous dire que tout le monde n'a pas 100 000 $ d'Ether pour pouvoir monter son propre nœud. Et c'est là que des nouvelles solutions ont vu le jour et qu'on est descendu d'un étage. Après le staking, il y a eu le staking liquide. Il y a donc deux problèmes quand vous stakez des Ethers. Premièrement, vous ne pouvez plus utiliser cet Ether et sa valeur pour réaliser du trading par exemple, ou pour le prêter en tant que caution afin d'emprunter d'autres crypto-monnaies, puisqu'il est immobilisé. Mais de la même façon, vous devez en avoir 32 pour pouvoir commencer à faire du stacking, ce qui est une somme qui est très grande et qui est difficile à réunir pour la plupart des investisseurs particuliers. Le stacking liquide offre une solution à ce premier problème. Le concept est très simple. Quand vous venez immobiliser un Ether dans du stacking liquide, que vous en ayez qu'un seul, 4, 8 ou peut-être 16, ça va en réalité créer une pool, un espèce de bundle avec d'autres personnes dans le monde qui ont la même problématique que vous. Une fois que le protocole de stacking liquide aura réuni 32 Ethers, même s'ils appartiennent à différents investisseurs, le protocole va pouvoir choisir un opérateur, démarrer un serveur informatique, les mettre en staking et commencer à sécuriser des blocs et obtenir ce fameux rendement de 3 et quelques %. En plus de ça, ces différents investisseurs qui sont autour de la table vont tous recevoir en un pour un des Ethers liquides, c'est-à-dire autant qu'ils en ont déposé. Si vous avez déposé 2 Ethers, vous obtiendrez 2 Ethers liquides du protocole en question. Cet Ether liquide, il a approximativement la même valeur qu'un Ether, sauf que vous pouvez l'utiliser pour faire de la finance décentralisée ou pour le prêter en caution afin d'emprunter de la crypto-monnaie sur une autre plateforme. C'est un peu comme le certificat, la preuve que vous avez un Ether bloqué, et ce certificat, comme il permet de récupérer votre Ether bloqué, eh bien on peut dire qu'il a une valeur quasi similaire. Et donc ça vous permet de vaquer à vos occupations, de générer du rendement tout en conservant cette fameuse valeur avec laquelle vous pouvez exercer sur la blockchain. Certains vont même prendre cet Ether liquide et le placer sur un protocole de prêt et d'emprunt comme Curve qui permet de générer 2 ou 3% d'intérêt supplémentaires. Des protocoles de staking liquide, il en existe plein. Le plus gros, qui représente plus de 50% de tous les Ethers liquides en circulation, s'appelle Lido. Et Lido vous donne un ST Ether quand vous venez staker un Ether. Il en existe plein d'autres, comme par exemple Rocket Ether, ou encore Kiln, le géant français, qui propose également ces solutions de staking liquide. Ça, c'est pour moi le deuxième niveau.
après le staking liquide qui, comme son nom l'indique, vous permet de garder une certaine liquidité tout en réalisant du staking. Là où le restaking intervient, c'est le troisième niveau. Je vous le reprécise quand même, mais cette vidéo ne représente en rien un conseil en investissement. Je vais vous parler des pratiques de certaines personnes qui sont prêtes à risquer beaucoup, vraiment beaucoup parfois, pour générer plus de profit. Plus la technologie est jeune, plus elle vient à peine d'être adoptée, plus son évolution est fulgurante, plus elle est naturellement fragile et elle peut rencontrer des problèmes dans son exécution et dans sa mise en pratique. Soyez prudents. Le staking liquide est aujourd'hui représenté par Eigenlayer. Il y a différentes entreprises sur ce topic, mais Eigenlayer est non seulement la première, la plus grosse, et alors que le protocole n'a même pas encore lancé sa crypto-monnaie, que son code est encore centralisé, c'est-à-dire qu'il est encore modifiable par les équipes d'Eigenlayer, c'est pas encore décentralisé, malgré tout, c'est la plus grosse application sur le réseau Ethereum en termes de TVL, c'est-à-dire la valeur totale qui a été bloquée sur le réseau. On parle de 12 milliards de dollars aujourd'hui. Alors le restaking, ça sert à quoi? Il faut comprendre à quel problème le restaking essaye de faire face. De très nombreuses applications gravitent autour d'Ethereum. La plupart de ces applications ont besoin d'augmenter leur niveau de sécurité. Pour cela, elles doivent être attractives. Elles doivent fournir des incentives et donner envie à différentes communautés de venir construire et apporter de la valeur sur leur réseau. Le problème, c'est que c'est toujours pareil. Soit le réseau est très sécurisé, il inspire confiance et tout le monde est prêt à apporter de la liquidité, soit le réseau est trop petit, trop jeune, et donc trop peu de personnes sont prêtes à lui faire confiance, et ça devient un cercle vicieux. Il faut être gros et sécurisé pour intéresser les investisseurs, mais pour devenir gros et sécurisé, il faut des investisseurs. Bref, c'est le serpent qui se mord la queue. Il existe cependant des solutions, la création d'incentives. C'est ce que de très nombreux réseaux et applications ont fait en distribuant leurs propres jetons à leurs utilisateurs. Le problème, c'est que c'est toujours pareil. Quand on distribue en grande quantité sa propre crypto-monnaie, les gens finissent par la vendre, son prix finit par baisser, et donc quand on distribue à nouveau, on a moins d'impact et ça devient moins intéressant. Cette solution est donc éphémère et n'est pas suffisamment durable. De plus, la plupart des gens qui sont prêts à immobiliser des Ethers et donc à participer à un consensus de sécurité le font sur la blockchain la plus robuste, celle qui leur inspire confiance, Ethereum. Toutes les applications autour de ça se retrouvent avec une sécurité minimale et moins d'attractivité d'un point de vue des flux que les gens pourraient mettre en gage afin de sécuriser le réseau. De plus, certaines blockchains ont carrément besoin d'un système de validation avec des validateurs qui vont eux-mêmes pouvoir prendre des décisions sur le réseau et participer à la sécurité de ce dernier. Comme par exemple Chainlink qui nécessite d'immobiliser des tokens dans des validateurs afin de garantir la sécurité du réseau. La grosse question c'était donc comment faire profiter de tous les Ethers stakés sur le réseau principal, Ethereum, afin de sécuriser les différentes applications et protocoles qui vont se construire et s'articuler autour. De la simple application jusqu'au layer 2. Et c'est là que le restaking et accrochez-vous bien entre en jeu. Le restaking, c'est le fait de prendre un Ether liquide, donc un Ether qui est déjà staké et qui vous a été redonné par un protocole de stacking liquide, et de le restaker sur un nouveau protocole afin de réobtenir un nouveau token liquide. Comme ce deuxième jeton a également de la valeur, on va pouvoir le bloquer, l'immobiliser pour participer à la sécurité d'une certaine application ou d'un certain réseau. Et là, il commence à se passer plein de choses dans votre tête. Alors déjà, oui, c'est plus risqué. C'est plus risqué pour deux raisons. On dit que le niveau de sécurité d'un service informatique repose sur son maillon le plus faible. À force de rajouter des maillons et d'empiler protocole sur protocole, stacking liquide sur restaking, on finit par avoir une très longue chaîne et un seul protocole ou une seule solution pourrait avoir un problème et ainsi impacter et faire perdre de l'argent aux personnes qui utilisaient jusqu'au plus bas niveau le stacking liquide et le restaking. Et évidemment, en échange de ce risque supplémentaire, vous avez des rendements supplémentaires et des rendements qui sont particulièrement attractifs, mais on y revient. Le deuxième problème, c'est le risque que ça fait porter sur le consensus Ethereum, la toute première couche et le tout premier niveau que je vous ai présenté. En effet, quand on va immobiliser ces Ethers et qu'on va les staker dans un validateur afin de participer à la sécurisation du réseau, on doit respecter certaines règles. Un mauvais comportement, un validateur, un serveur qui fonctionne mal, peut entraîner des sanctions. C'est pour inciter tous les ordinateurs qui sécurisent le réseau à être performants, à bien faire leur travail et finalement à bien le sécuriser. Ainsi, certains comportements peuvent vous faire perdre un petit pourcentage des Ethers qui sont sur votre nœud et certains comportements graves peuvent aller jusqu'à vous faire perdre 50%, c'est-à-dire 16 Ethers de pénalité. Autant vous dire que sur un nœud à 32 Ethers, s'il y a une pénalité de 16, le nœud n'a même plus suffisamment d'Ethers pour redémarrer. Et à ce moment-là, le validateur est inactif. Ça, c'est sur le stacking simple.
Globalement, respecter quelques règles basiques, c'est relativement simple, surtout si on se concentre que sur ces règles. Mais le fait de restaker ces Ethers fait que l'on va devoir respecter des règles en plus, puisqu'on va avoir les toutes nouvelles règles du projet que l'on va sécuriser une seconde fois. Là, ça devient beaucoup plus compliqué. En empilant des règles sur des règles, des complexités et des détails sur d'autres complexités, on se retrouve à devoir faire fonctionner son validateur et de ne pas avoir le droit à la moindre erreur. Et ça fait craindre un effet domino avec des sanctions qui viendraient imputer du capital sur le restaking, ainsi venir saisir et demander l'unstaking d'Ether sur le réseau principal en baissant son degré de sécurité et indirectement en exposant le réseau Ethereum. C'est d'ailleurs l'une des craintes principales que Vitalik Buterin, le créateur d'Ether, a sur l'avenir de la blockchain Ethereum, et il en fait part dans différentes prises de parole et différents articles que je vous mettrai dans la description. Et on pourrait s'arrêter là. Globalement, le restaking offre un rendement supplémentaire en faisant porter un risque à l'utilisateur. Si c'est mal ficelé, ça pourrait avoir des effets dangereux sur le réseau, que ce soit EigenLayer ou que ce soit sur la chaîne principale Ethereum, mais globalement ça apporterait de la sécurité à de toutes petites applications qui n'avaient pas jusqu'à présent les reins suffisamment solides pour se sécuriser eux-mêmes. Mais on va pas s'arrêter là. Naturellement, le sujet m'intéresse. J'ai voulu creuser, comprendre, et je me suis tourné vers quelques-uns de mes collaborateurs qui sont bien plus techniques que moi. J'ai commencé à investir dans différentes entreprises qui sont justement des solutions basées sur le restaking, et j'ai rencontré des personnes qui m'en ont parlé un petit peu plus. Et j'ai compris que non seulement le restaking était attractif financièrement, ce qui faisait que la plupart des gens étaient intéressés plus que ne remettaient en question les risques de sécurité, mais particulièrement en ce moment. Et il y a une dernière chose à comprendre. En fait, si EigenLayer va être cette fameuse couche de restaking, il y a énormément de protocoles qui vont permettre ce restaking et qui se sont construits sur EigenLayer. EigenLayer n'a même pas encore lancé son token, alors que c'est déjà la deuxième plus grosse application en termes de TVL sur Ethereum. Et dans la liste de toutes ces solutions qui vont se construire sur EigenLayer, il y en a une qui a déjà lancé son jeton. Etherfi. Etherfi est donc une application d'EigenLayer et pourtant, elle se valorise déjà à plus de 7 milliards de dollars, en comptant l'intégralité des jetons comme s'ils étaient complètement distribués. Autant vous dire que les gens s'attendent à ce que la valorisation d'EigenLayer soit démentielle, et ce que tous les autres protocoles similaires à Etherfi aient eux aussi une valeur complètement folle. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer la direction et d'investir dans deux initiatives. L'une qui s'appelle Kelp, qui compte presque 1 milliard de TVL à l'heure où je vous parle et qui est l'une des plus grosses applications derrière Etherfi, ainsi que Claystack, une application beaucoup plus petite qui a beaucoup moins de TVL, quelques millions de dollars seulement, et qui va aller encore plus loin dans les différents services et la façon dont le protocole Claystack va choisir quelles sont les applications que les gens vont aller sécuriser en apportant leurs Ethers. Et en discutant avec eux, on se rend compte que c'est maintenant. Pourquoi ? Parce que les gens font en réalité la course au airdrop. Ces différentes applications ont un seul objectif majeur: faire venir le plus d'Ethereum sur leur protocole. Pourquoi choisir Kelp quand vous pouvez choisir Etherfi ou encore Swell plutôt que Claystack? C'est ça la grande question. Globalement, il y a deux types de réponses. L'incentive, ce que vous pouvez gagner, et c'est pour ça que toutes ces plateformes distribuent des points et que vous allez pouvoir potentiellement recevoir des tokens en fonction du nombre de points que vous avez quand la plateforme va lancer sa crypto-monnaie. Et ça, vous l'avez compris, c'est maintenant que ça se joue. Parce que quand le token est sorti, ce ne sera plus pareil, on ne pourra pas vous rémunérer de la même façon. Et la deuxième chose, c'est la façon dont le protocole va utiliser vos fameux Ethers. On l'a compris, si on va sur des protocoles trop risqués, on peut prendre des risques, et donc même quand on fait du restaking, on voudrait être sûr que nos Ethers vont protéger les meilleurs réseaux, et pas forcément les plus rentables et les plus risqués. Et ça, c'est encore très complexe, très flou, et ça va prendre du temps à se clarifier sur le réseau. Malgré tout, l'appât du gain est trop fort. Les personnes qui ont fait du restaking et qui avaient mis quelques Ethers sur Etherfi se sont fait littéralement rincer par le airdrop de tokens qu'Etherfi a fait. Certaines personnes vont donc faire du restaking, non pas parce qu'ils sont intéressés par la solution technique ou sécuriser d'autres réseaux, mais simplement parce qu'ils espèrent, ils imaginent, en tout cas, c'est leur thèse, qu'ils vont se remplir les poches avec ces fameux points qui peuvent se transformer à tout moment en un jeton. Et toujours basé sur un certain lot d'incertitudes. On n'est pas sûr qu'un point soit égal à un token. Parfois, les plateformes distribuent un jeton tous les 2 ou 4 points, par exemple. Ensuite, on ne sait pas exactement quand la plateforme va lancer son token. Elle peut le faire demain, dans 3 semaines, dans 4 mois, ou le lancer dans plus d'1 an. Et ça devient un certain jeu de spéculation pour de nombreux investisseurs. Mais il existe encore un niveau plus bas. Et là, je vous préviens, je pense qu'on peut dire que ceux qui vont jusque-là sont des dégènes, d'accord ? Je ne recommande absolument pas ces différentes pratiques, je vous invite à faire très attention, et surtout si vous êtes débutant, fuyez ce genre d'écosystème. Je le fais parce que ça m'amuse, parce que je voulais découvrir, et déjà que je suis prêt à perdre la crypto-monnaie que j'investis, croyez-moi, je suis vraiment prêt à perdre la crypto-monnaie que j'ai ramenée jusqu'à ce dernier niveau des enfers de la DeFi dégène. Pour parler de ce dernier niveau, illustrons un peu le tout. Pierre a stacké un Ether sur Lido, par exemple.
Il a donc obtenu un ST-Ether, du liquid staking. Il a ensuite été sur un protocole, Kelp, et il a été staké son ST-Ether pour faire du restaking. À ce moment-là, il est plutôt content, il génère plus de rendement que s'il faisait simplement du stacking sur Ether, et en plus de ça, il cumule des points. Les points du protocole Kelp, mais également des points Eigenlayer, parce que Kelp est construit sur la couche de restaking Eigenlayer. Il est plutôt content, il a un rendement supplémentaire, jusque-là, tout va bien. On imagine maintenant un deuxième investisseur qui est exactement dans la même solution, uniquement pour simplifier mes calculs. Il s'agit de Paul. Paul, lui aussi, stake un Ether sur un quelconque protocole de staking liquide et il l'a restaké sur un protocole comme Kelp afin de cumuler des points Kelp, des points Eigenlayer et surtout d'obtenir un rendement supplémentaire sur son Ether. Pierre et Paul discutent entre eux. Et là où Paul est vraiment intéressé par avoir 6 ou 7% de rendement au lieu de 3%, il se rend compte que Pierre, lui, est intéressé uniquement par les points. Pour lui, ça ne vaut pas le coup de faire du staking liquide pour passer de 3 à 6%. Par contre, pour les points qui pourraient lui faire gagner des tokens Eigenlayer et des tokens Kelp plus tard, là, ça en vaut la chandelle. Et vous voyez là où je veux en venir. Il est là le dernier niveau. Ils vont échanger leurs incentives. C'est-à-dire que l'un pourrait très bien dire à l'autre, ok, donne-moi ton rendement, je veux tes 6% de rendement à toi, et en échange, prends tous mes points. Moi, mes points, je m'en fiche, c'est pas ce que je cherchais, ça m'intéresse pas, et toi, tu viens que pour les points, alors autant t'en faire 2 fois plus, alors que moi, je prends tout ton rendement, certain, en Ether. Il existe des plateformes comme Pendle ou comme Giro qui permettent de faire ce genre de choses. Et c'est pas tout, et vous vous en doutez bien, il y a Pierre, il y a Paul, il faut forcément Jacques. Jacques, lui, est bien plus fou que les deux premiers réunis. Jacques, lui, il est dans la même situation qu'eux, sauf qu'il veut vraiment, vraiment des points. Pour lui, les points, c'est l'avenir. Les points, c'est ce qui va lui rapporter très très gros. Il ne veut pas attendre que le temps passe et de générer quelques points tous les jours. Il veut un effet de levier, aller encore plus vite et prendre encore plus de risques pour avoir un maximum de points avant que ces différents protocoles lancent leurs tokens. Et donc, Jacques, il va proposer à Pierre, à Paul, mais à 8 autres personnes de racheter tous leurs points en échange de son rendement. Alors naturellement, son rendement n'est que de 6% sur un Ether, il va pas pouvoir racheter les points de tout le monde. Et c'est pour ça qu'on va même vous proposer sur ce genre de plateforme de mettre en jeu vos propres Ethers. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus vos Ethers perdent de la valeur parce que jour après jour, en obtenant les points d'autres personnes et en obtenant pour le coup beaucoup plus de points, beaucoup plus de points. Sur ces différents protocoles, j'ai pris Kelp comme exemple, mais il en existe plein d'autres, comme encore Zircuit ou encore Swell. Eh bien, Jacques va petit à petit perdre son solde d'Ether en accumulant des points qui, il l'espère fortement un jour, lui rapporteront plus que le sacrifice qu'il a fait aujourd'hui. Voilà comment sur la narrative du restaking, mais surtout sur le lancement de ces différents réseaux et sur l'émission des jetons des différents protocoles qui sont construits autour du restaking, certains sont en train de littéralement brûler leur stock d'Ether. C'est à la fois terriblement excitant et effrayant. Vous retrouverez tous les protocoles dont je viens de parler, du stacking, du liquid staking, en passant par Eigenlayer et les différents protocoles de restaking dans la description. Je vous mets à chaque fois 2 liens, un lien qui vous emmène juste sur la plateforme, sans rien d'autre, et le même lien qui vous emmène sur la même plateforme, mais avec un bonus d'affiliation. Quand vous invitez quelqu'un, vous avez un bonus, mais lui aussi a un bonus en points. Vous commencez à le comprendre. J'aurais pu faire un dernier niveau, le niveau sous la bedrock, le 6e niveau des enfers, mais pour le coup, c'est quelque chose qui est en lien avec ces fameux points et avec le restaking, mais qui reste relativement indépendant. Je vais donc vous traiter une seconde vidéo sur ce sujet. En effet, ces points, on peut en faire beaucoup de choses avant même qu'ils évoluent en token, et ça, je vous en parlerai dans un autre topic. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que ça vous permet de comprendre un petit peu mieux comment ça marche. Ça vous concerne directement ou indirectement, puisque vous utilisez peut-être des Ethers et ça peut toucher de près ou de loin au consensus. Soyez prudent, n'investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre, et franchement, si vous êtes débutant, restez loin de tout ça, vous allez plus perdre de plumes qu'autre chose. Malgré tout, si vous y allez, choisissez bien le protocole que vous utilisez pour restaker. Pour l'instant, c'est très jeune. Vous l'avez vu, Eigenlayer eux-mêmes n'ont pas encore lancé leur jeton et leur code est encore centralisé, c'est-à-dire qu'à tout moment ils peuvent le modifier après l'avoir émis. On est donc au début de tout ça et c'est difficile de faire des choix. J'ai pris le choix d'investir dans Kelp et dans Claystack parce que je pense vraiment que ce sera une belle valorisation quand les jetons seront émis sur le marché, et je vais attendre d'avoir plus de visibilité afin d'un jour, pourquoi pas, vous refaire une nouvelle vidéo, vous présenter tous les protocoles existants, vous dire quels sont ceux que je préfère, pourquoi, et essayer de trouver ceux qui, dans leur considération des Ethers de leurs clients, ont une approche par les risques suffisamment bien réfléchie afin de générer un profit en prenant un minimum de risques. C'était Asher, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, un petit commentaire sur est-ce que vous utilisez le restaking, est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous fait peur. J'avais fait ce sondage sur mon Twitter et le résultat était plutôt inquiétant. Je vous l'affiche à l'écran. C'était Owen et je vous dis à très bientôt. Au revoir.